Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Je voudrais que vous fermiez les yeux. Allez, jouez le jeu. Fermez les yeux. Imaginez que vous venez d'atterrir dans une ville étrangère. Vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de caféine, alors vous entrez dans le premier coffee shop branché que vous trouvez. Thomas, tu es prêt? Je suis prêt, Sarah. Je visualise l'endroit. Super. Alors dis-moi ce que tu vois. Regarde la table devant toi. Alors, c'est une table en bois brut, un peu rustique, tu sais, avec ce vernis mat. Probablement du chêne ou du pin recyclé. Exactement. Et lève les yeux au plafond. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, facile. Des tuyaux apparents, style industriel chic, peints en noir ou en blanc, et suspendus au bout de longs fils noirs, il y a ces fameuses ampoules à filaments. Tu sais, celles qui donnent une lumière jaune un peu faible, très chaleureuse, très vintage. C'est ça. Et la déco? Regarde les murs. Murs de briques, forcément. Ou alors du béton ciré. Et des plantes, beaucoup de plantes. Il y a un monstera deliciosa énorme dans un pot en céramique blanche dans le coin, et probablement quelques plantes crasses ou des succulentes sur les étagères. Et qu'est-ce qu'on mange? Sur la table, à côté de mon MacBook ouvert, il y a une assiette en grès artisanal avec un avocado toast, peut-être avec un peu de feta émietté et des graines de grenade pour la couleur. Et mon café est un flat white avec un latte art en forme de fougère, servi par un barista barbu avec un tablier en cuir et un bonnet pêcheur. Parfait. Maintenant, la question à 1 million d'euros, Thomas. Où sommes-nous? Est-ce qu'on est à Williamsburg, à Brooklyn? Est-ce qu'on est dans le quartier de Shoreditch, à Londres? À Berlin? À Mexico City? Ou peut-être à Chiang Mai, en Thaïlande? C'est là tout le piège. On pourrait être absolument n'importe où. C'est impossible de savoir. On est dans ce que le journaliste Kyle Shaika appelle l'airspace. L'airspace, ça sonne presque comme de la science-fiction, un peu dystopique. C'est fascinant et terrifiant à la fois. On a l'impression que la géographie n'existe plus à l'intérieur de ces lieux. C'est exactement ça. L'airspace, c'est ce royaume esthétique qui transcende les frontières. C'est une sorte de pays flottant, déconnecté de la culture locale, qui se réplique à l'identique aux 4 coins de la planète. C'est le triomphe du style international hipster. Avant, quand tu voyageais, tu savais que tu étais à Rome parce que le café était un espresso serré bu debout au comptoir dans un bar bruyant avec des néons. Aujourd'hui, tu vas à Rome, tu cherches un bon café sur Google Maps et tu te retrouves dans cet airspace avec ton avocado toast. Mais pourquoi? C'est ça qui me rend dingue. Pourquoi est-ce qu'on fait des milliers de kilomètres pour aller chercher exactement la même chose que ce qu'on a en bas de chez nous? C'est quoi le mécanisme derrière ça? Il y a 2 grands coupables, Sarah, et ils sont probablement installés sur ton téléphone en ce moment même. Airbnb et Instagram. Commençons par Airbnb. Au début, la promesse c'était « live like a local », vivre comme un local. C'était génial sur le papier, mais très vite, la plateforme s'est professionnalisée. Oui, maintenant ce sont souvent des agences ou des investisseurs qui gèrent des dizaines d'appartes. Exactement. Et ces propriétaires veulent plaire au plus grand nombre. Ils veulent éviter les mauvaises notes. Si tu mets une déco trop typée, trop chargée, trop personnelle, tu risques de déplaire à un touriste chinois, américain ou français qui a ses propres codes. Alors on lisse, on standardise. Le mobilier Ikea ou Maison du Monde devient la norme parce que c'est neutre. C'est le beige du design, c'est rassurant. C'est vrai que quand je réserve un Airbnb, inconsciemment je cherche ces codes. Si je vois le parquet clair, les murs blancs, la plante verte, je me dis « Ok, c'est propre, c'est moderne, il y aura du bon Wi-Fi ». Voilà, tu as mis le doigt dessus. C'est la dictature du confort et de la prévisibilité. Le nomade digital, ou même le touriste moderne, il veut de l'aventure, mais pas trop. Il veut l'exotisme de la rue, mais quand il rentre dans son appart ou son café pour bosser, il veut que ça ressemble à son cocon. Il veut que sa prise de courant fonctionne et que son café ait le même goût qu'à la maison. C'est une forme de colonisation douce par le confort. Et Instagram dans tout ça? J'imagine que c'est le vecteur de contagion? C'est le moteur de l'épidémie esthétique. L'algorithme d'Instagram favorise les images qui engagent. Or, on s'est rendu compte qu'une certaine esthétique, celle du minimalisme, des couleurs pastel, de la lumière naturelle, des lattés bien dessinés, générait plus de likes. Du coup, les architectes d'intérieur, les restaurateurs, les hôteliers, ils ne conçoivent plus des lieux pour qu'ils soient agréables à vivre, mais pour qu'ils soient instagrammables. C'est dingue quand on y pense. On construit le monde physique pour qu'il rentre bien dans le monde numérique. C'est ça. Si ton café n'est pas photogénique, il n'existe pas numériquement, donc personne ne vient. Donc à Bali comme à Paris, tout le monde copie ce qui marche sur le feed des influenceurs. C'est une boucle de rétroaction infernale qui écrase les spécificités culturelles locales. On appelle ça la gentrification globale. Et c'est là qu'on doit parler des conséquences, Thomas. Parce que ce n'est pas juste une question de goût ou de déco. Ce n'est pas juste « Oh, c'est dommage, tous les cafés se ressemblent ». Il y a un impact réel, violent même, sur les villes et les habitants. Absolument. C'est là que le sujet devient grave. Cette esthétique, c'est le drapeau de la gentrification. Quand tu vois arriver le café avec les ampoules à filaments dans un quartier populaire, c'est le signe avant-coureur que les loyers vont exploser. C'est le syndrome de la Disneylandisation dont on parle souvent? Oui, mais c'est encore plus insidieux. Prends Lisbonne ou Barcelone par exemple. Des quartiers entiers historiques comme l'Alfama ou le Gothique sont vidés de leurs habitants.
Les vieilles dames qui étendaient leur linge aux fenêtres sont chassées parce que les propriétaires préfèrent louer à la semaine sur Airbnb à des touristes qui payent 3 fois le prix d'un loyer local. Et les commerces suivent. Forcément, la petite boulangerie de quartier qui vendait du pain pas cher pour les locaux ferme, et à la place tu as une boutique de cupcakes vegan ou un concept store qui vend des savons artisanaux à 20 €. Le tissu social se déchire, le quartier devient un décor de théâtre. Les murs sont là, l'architecture est là, mais l'âme n'y est plus. C'est une coquille vide polie pour le regard du touriste. J'ai vécu ça à Mexico l'année dernière, dans le quartier de Roma Norte. C'était magnifique, très vert, très sûr, mais autour de moi, il n'y avait que des Américains et des Européens avec des ordis portables. Je parlais plus anglais qu'espagnol. J'avais l'impression d'être dans une bulle hermétique. C'est ce que les sociologues appellent l'exclusion socio-spatiale. Les locaux deviennent des figurants dans leur propre ville, ou pire, des prestataires de services pour cette élite mobile qui consomme la ville comme un produit. On ne visite plus une culture, on consomme une expérience standardisée. On veut le décor de l'authenticité sans la friction de la réalité. Le décor de l'authenticité sans la friction de la réalité. C'est une phrase forte. Ça me fait penser à cette quête perpétuelle du spot caché que tout le monde cherche sur les blogs et qui finit par devenir l'endroit le plus bondé et le moins authentique de la ville. C'est le paradoxe ultime du tourisme moderne. On détruit ce qu'on est venu chercher par le simple fait de venir le chercher en masse avec nos attentes standardisées. Alors Thomas, pour conclure, est-ce que le voyage existe encore ? Si je vais à l'autre bout du monde pour boire le même flat white et dormir dans les mêmes draps blancs qu'à la maison, est-ce que j'ai vraiment voyagé ? C'est la grande question existentielle du XXIe siècle pour les voyageurs. Je dirais que le voyage physique est plus facile que jamais, mais le voyage mental, le dépaysement réel, devient un luxe ou un effort. Pour voyager vraiment aujourd'hui, il faut accepter l'inconfort. Il faut accepter d'aller dans le café qui a des néons moches, où le serveur ne parle pas anglais, où il n'y a pas de menu en QR code, et où le café est peut-être un peu trop amer. Il faut sortir de l'algorithme. Il faut activement lutter contre l'algorithme. Il faut aller là où Google Maps ne te dit pas d'aller. Il faut accepter la mauvaise surprise. Parce que c'est dans la friction, dans le malentendu, dans la différence radicale que se trouve la rencontre avec l'autre. Si tout est fluide, si tout est frictionless, comme disent les startups de la Silicon Valley, alors on ne rencontre que soi-même. On reste face à son propre reflet dans la vitrine du coffee shop. Exactement. Et franchement, faire 10 heures d'avion pour se regarder le nombril en mangeant un toast à l'avocat, c'est cher payer le narcissisme. C'est une note un peu cynique pour finir, mais tellement vraie. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse de notre monde uniformisé. La prochaine fois que vous entrerez dans un café, regardez les ampoules, regardez les plantes et demandez-vous, est-ce que je suis à Tokyo ou est-ce que je suis nulle part ? Merci Sarah. Et attention aux Monsteras, ils nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. D'ici là, essayez de boire un café filtre dans un vieux rad, juste pour voir. Salut!